Donc je ne vais pas présenter Gauthier. Comme vous le savez, c'est un spécialiste de géomagnétisme et d'utilisation des données géomagnétiques pour dire des choses intelligentes sur la géodynamo et ainsi de suite. Voilà. Donc il va nous faire un séminaire qui est une copie améliorée de la Bullard Lecture qu'il a donnée à l'AGU cette année. C'est une distinction, voilà. Et donc comme il y avait uniquement que je ne sais pas un quart ou un tiers de l'IPJ à l'AGU, pour les autres, on fait un grand séminaire là-dessus. Voilà, en version française. Merci Marc. Donc, comme Marc vous l'a dit, cet exposé, alors je vais le faire en français, mais les slides seront en anglais. J'ai conservé celles que j'avais faites pour la GU, parce que je n'ai pas vraiment eu le temps de traduire, puis je me suis dit que ce n'était pas plus mal pour nos collègues de l'IPG qui sont plus à l'aise en anglais. Donc le titre, observer, comprendre et prédire le champ magnétique terrestre. Je vais donc m'attacher à vous expliquer un peu ce qui est fait depuis quelques années. Il y a un aspect un petit peu historique, mais surtout ce que je veux faire, c'est vous expliquer comment on fait les observations, on utilise les observations d'une part pour comprendre, et puis maintenant pour prédire le champ magnétique terrestre en combinant ces observations avec les méthodes numériques de simulation de la dynamo terrestre. Alors je vais parler exclusivement du champ principal et du comportement historique récent, c'est-à-dire celui que l'on peut déduire des observations qui ont été faites par des observateurs. Je ne parlerai pas d'archéomagnétisme, paléomagnétisme. Alors je démarre avec quelques éléments simples. D'abord la définition de ce qu'on appelle le champ magnétique terrestre, en tout cas dans le cadre de cet exposé. C'est le champ qui est produit par toutes les sources magnétiques naturelles que l'on trouve sur Terre, avec une restriction aussi, parce que le champ magnétique c'est quelque chose de très vaste. Je m'intéresse aux variations lentes, typiquement parce que historiquement les mesures ont été faites avec des instruments qui n'étaient pas capables de voir les variations rapides. Le premier instrument c'était la boussole, et donc en fait on s'intéresse aux champs qui varient lentement, c'est-à-dire à des choses qui vont avec des constantes de temps supérieures à la seconde. C'est ce que les observations sont capables de faire aujourd'hui avec les instruments dédiés. Alors, c'est évidemment un champ est un champ magnétique, ça définit par une direction, une intensité. Aujourd'hui, on mesure la composante nord, est et vers le bas. Mais historiquement, on a beaucoup mesuré d'abord la direction du champ. Donc, la direction est définie par deux angles. La déclinaison qui vous donne la direction horizontale par rapport au nord géographique et l'inclinaison qui vous donne l'angle de pointage vers le bas. Alors, le champ magnétique, de manière générale, comme vous le savez en physique, il y a deux sources potentielles de champ magnétique. D'une part, des sources aimantées, d'autre part, des courants électriques. Il y a un point important sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il est impossible de distinguer le champ magnétique produit par l'un ou par l'autre. Si vous faites une mesure de champ magnétique, vous ne pouvez pas savoir si c'est un courant électrique ou une source aimantée qui a produit ce champ. Alors, sur Terre, on a beaucoup de sources, à la fois des courants électriques et des sources aimantées. La source principale est le champ magnétique produit à l'intérieur du noyau, par ce qu'on appelle la géodynamo. Alors le noyau liquide est constitué de fer, nickel essentiellement, donc c'est un liquide conducteur. Deuxième point important, comme vous le savez, la Terre est encore chaude, depuis qu'elle est formée, elle n'a pas encore eu le temps de se refroidir complètement. Et étant chaude, donc le noyau est pour l'essentiel liquide, sauf sa partie intérieure, la graine, qui est la partie cristallisée du noyau. Le deuxième point important, c'est que la Terre continue de se refroidir, et elle se refroidit certes lentement, mais suffisamment efficacement pour que l'évacuation de la chaleur qui est résiduelle dans le noyau eh bien, se fait par convection. Et cette convection est d'ailleurs suffisamment vigoureuse, et c'est le point important, pour entretenir cette fameuse géodynamo, et donc la présence de courant électrique à l'intérieur du noyau. Alors le champ magnétique produit dans le noyau, il va s'échapper du noyau, et va parcourir le manteau fait de silicate. C'est un mauvais conducteur électrique. Et du point de vue des constantes de temps qui nous intéressent, surtout lorsqu'on va regarder le noyau, on peut considérer que c'est essentiellement un milieu transparent. Donc en fait, les lignes de champ vont être en fait très légèrement affectées, mais peu par le manteau, et arriver jusqu'à la surface de la Terre, ou avant d'arriver à la surface de la Terre,
elles vont quand même voir, enfin plus exactement être vues par les roches, dont certaines, une grande majorité d'ailleurs, sont porteuses de minéraux magnétiques et sont donc susceptibles d'être aimantées par la présence du champ principal. Alors cette aimantation, elle peut se faire de différentes manières, mais le cas canonique, c'est celui des laves. Lorsque vous avez des laves qui se refroidissent, elles se solidifient, et en passant en dessous d'une température critique qui s'appelle la température de Curie, elles peuvent acquérir une aimantation du fait de la présence du champ principal, et cette aimantation va rester figée dans la roche. Alors ça, c'est ce qui permet de faire du paléomagnétisme après, puisqu'une fois que votre roche a enregistré le champ, eh bien vous allez pouvoir étudier le champ magnétique ancien. Mais de notre point de vue, c'est surtout une source secondaire qu'on va pouvoir détecter lorsqu'on fait des mesures magnétiques. Alors bien entendu, le champ ne s'arrête pas là. Il va ensuite traverser le reste de la Terre, traverser les océans notamment. Les océans, c'est un milieu conducteur électrique qui est en mouvement. Et comme vous savez, un conducteur en mouvement à l'intérieur d'un champ magnétique, ça fait apparaître des courants électriques. Et ça va être aussi une petite source qu'on va être en mesure de détecter. Après, le champ magnétique continue sa course, traverse l'atmosphère neutre, où là, rien de particulier se passe, si ce n'est que c'est là que l'on fait l'essentiel de nos observations. Et puis, il atteint la partie supérieure de l'atmosphère, qui est ionisée par les photons du Soleil. Et cette ionisation se fait essentiellement du côté, évidemment, du jour, là où les photons arrivent. L'ionisation disparaît en grande partie la nuit, mais cette partie ionisée, en plus, tous les matins est réchauffé par le soleil, tous les soirs se refroidit, et par ailleurs, il y a des grands mouvements, donc on a de nouveau un milieu conducteur en mouvement à l'intérieur du champ magnétique principal, ce qui fait de nouveau apparaître des courants électriques qu'on va également pouvoir détecter. Alors le champ magnétique continue sa course, et puis va atteindre le milieu interplanétaire, où là, il va rencontrer ce qu'on appelle le vent solaire, c'est-à-dire, grosso modo, des électrons et des particules alpha, des noyaux d'hélium, qui sont émis d'hydrogène aussi, qui sont émis par le Soleil. Alors ces particules sont chargées, et des particules chargées dans un champ magnétique, comme vous le savez, réagissent et vont être à ce moment-là en mesure de produire aussi des courants électriques qui cette fois-ci sont de très grande échelle, à l'échelle d'un espace qu'on appelle la magnétosphère, qui définit en fait la région de l'espace où le champ magnétique terrestre domine et sépare, avec une frontière qui le sépare de la région où le champ magnétique du Soleil va dominer. Alors ces grands courants vont aussi être vus. Donc vous voyez qu'il y a énormément de sources, et le champ magnétique, là, si vous avez une boussole, vous êtes parfaitement capable, avec une boussole de qualité, de voir l'influence de l'ensemble de ces sources si vous vous déplacez ou si vous en avez un petit peu. Alors, pour la suite, ce qui va m'intéresser, c'est le champ magnétique produit par le noyau. Mais la présence de ces autres sources, évidemment, est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, parce qu'avant de pouvoir voir le champ du noyau, quand on fait les observations, il va falloir ensuite avoir une stratégie pour isoler le champ magnétique du noyau et l'étudier. Alors, ce champ magnétique, je le présente rapidement, quelques grandes caractéristiques. Ici, vous avez une carte de la composante radiale, c'est-à-dire en fait la direction du champ qui est verticale. Et vous voyez que de manière générale, en rouge, ici c'est positif. Le champ magnétique sort de l'hémisphère sud, rentre dans l'hémisphère nord. Ici, vous avez l'intensité du champ magnétique. Donc le champ magnétique est très intense là où c'est rouge, nettement moins intense là où c'est bleu. Et les quelques caractéristiques que je voudrais souligner d'emblée, c'est que le champ magnétique est grosso modo dipolaire. Si c'était un dipolaire axial, un champ dipolaire axial, c'est-à-dire parfaitement aligné avec la rotation de la Terre, cette carte serait constituée de bleu ici, blanc pour l'équateur magnétique, et rouge ici. Et vous voyez que c'est certes l'essentiel de ce qu'on voit, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas exactement ça. La première caractéristique, c'est que l'équateur est incliné. Il a une forme un peu en forme incurvée ici, sur cette carte, ce qui reflète d'abord une première caractéristique, c'est que la composante dipolaire n'est pas exactement axiale, elle est légèrement inclinée, avec un degré d'à peu près 10 degrés aujourd'hui. Alors, c'est représenté ici, moi je ne vois pas très bien la carte, mais vous avez les deux points ici verts qui représentent ce qu'on appelle les pôles géomagnétiques, c'est-à-dire les pôles si le champ était uniquement constitué de ce dipôle incliné. Évidemment, les pôles sont antipodaux,
Mais le point important, c'est que donc vous voyez que ce n'est pas sur l'axe de la rotation de la Terre. Mais le deuxième point important, c'est que ces pôles géomagnétiques ne coïncident pas avec ce qu'on appelle par ailleurs les pôles magnétiques, qui sont les endroits à la surface de la Terre où le champ est exactement vertical. Et la position de ces pôles, pour le nord, sont à des endroits complètement différents. Donc ici, le pôle magnétique nord, et puis le pôle magnétique sud, qui est le point à côté du point vert ici. Donc là, déjà, vous voyez que c'est la manifestation de ce que le champ n'est manifestement pas dipolaire exactement. Deuxième point important, ils ne sont même pas antipodaux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas l'un en face de l'autre, comme ce serait le cas si on avait un champ dipolaire. D'autre part, ils ne coïncident pas avec les maximums d'intensité. Si je regarde l'intensité ici, vous voyez que le pôle magnétique nord est ici, l'intensité maximum est assez diffuse. Le pôle magnétique sud ici correspond à peu près, mais pas exactement, au maximum d'intensité. D'ailleurs, quand on regarde l'intensité, autre caractéristique importante, si on avait un dipôle axial, on aurait de nouveau une structure évidemment zonale, c'est-à-dire avec le maximum au pôle ici, ce n'est pas le cas, et un minimum tout le long de l'équateur. Certes, le minimum à l'équateur, le champ est faible, mais le minimum est décalé par rapport à l'équateur et il est localisé dans une région précise qui est définie de manière large comme étant l'anomalie de l'Atlantique Sud, puisque le champ est particulièrement peu intense dans cette région. Donc voilà les grandes caractéristiques. Alors, pourquoi s'intéresser au champ magnétique? Il y a évidemment les aspects fondamentaux, je vais revenir dessus, mais il y a aussi des aspects pratiques, et ces aspects pratiques sont non négligeables parce que c'est beaucoup de la motivation qui a mené à l'observation systématique du champ magnétique depuis plusieurs siècles d'ailleurs. Alors, aujourd'hui, l'intérêt pour la mesure du champ magnétique est d'autant plus important qu'en fait, on en a de plus en plus besoin, notamment pour la technologie spatiale. Il y a de plus en plus de satellites. Vous savez, avec l'avènement de ce qu'on appelle le New Space, il y a de plus en plus de petits satellites. Et ces satellites, absolument tous les satellites utilisent le champ magnétique pour leurs besoins opérationnels. C'est-à-dire qu'eux ne cherchent pas à le mesurer pour faire de la science, ils utilisent l'information. Notamment, par exemple, pour s'orienter ou autre chose. C'est un des outils préférés pour être en mesure de faire tourner un satellite sur lui-même. En utilisant le champ magnétique, on peut réorienter un satellite. Et pour ça, évidemment, il faut avoir une bonne connaissance du champ magnétique si vous ne voulez pas faire de fausses manœuvres. Donc tous ces satellites utilisent la connaissance du champ magnétique terrestre. Pour les applications au sol, pour la navigation, c'est aussi un outil extrêmement important qui complète le GPS. Le GPS vous donne la position, le champ magnétique vous permet de vous donner l'orientation. Et la combinaison des deux est systématiquement utilisée dans absolument tous les dispositifs de localisation et de type GPS, notamment dans votre téléphone. Vous avez l'information sur le champ magnétique qui est systématique. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on vient d'actualiser les modèles de champ magnétique et votre téléphone est sans doute nettement plus précis maintenant qu'il y a 2 ou 3 mois en matière d'orientation du champ magnétique. Alors, d'autres aspects que j'évoque très rapidement, on l'utilise beaucoup aussi, ça paraît un peu subtil, mais pour le forage, parce que en fait, c'est très difficile d'orienter quelque chose dans le sous-sol, et le champ magnétique est le meilleur outil. Et ça, c'est aussi une application extrêmement utile pour l'exploitation des ressources souterraines. D'autres points, l'orientation des antennes, des panneaux solaires, des aspects plus techniques. Et puis, un autre aspect sur lequel je passe rapidement, c'est que le champ magnétique est une composante importante pour définir ce qui se passe dans l'ionosphère, qui est un milieu à travers lequel passent toutes les communications radio, etc. Donc, on en a besoin pour ça aussi. Un autre aspect important, qui cette fois-ci concerne l'aspect spatial, c'est-à-dire l'environnement proche. Le champ magnétique, comme je le disais plus tôt, définit la façon dont la Terre interagit avec le vent solaire et la façon dont les particules circulent à l'intérieur de la magnétosphère, y compris la magnétosphère basse. Et cette structuration est importante notamment pour définir les ceintures de radiation qui sont présentes autour de la Terre. Et lorsque le champ est peu intense, ces ceintures de radiation peuvent s'approcher très près de la surface de la Terre, et c'est le cas donc dans l'Atlantique Sud. Alors pourquoi c'est important? Parce que si ces particules qui sont très énergétiques vous arrivent, si vous êtes astronaute, dans la Station spatiale internationale, si le vent solaire devient un peu plus actif, vous pouvez avoir à ce moment-là une intensification de ces radiations.
Et il est important de savoir dans quelle région il faut éviter de se trouver. Les astronautes ont les moyens de se protéger. Lorsqu'il y a une alerte, ils se mettent dans une chambre spéciale pour s'en protéger. Mais la technologie, de manière générale, a aussi besoin d'être protégée de ces radiations, ce qui fait d'ailleurs que la technologie spatiale a certaines spécificités. On ne peut pas utiliser n'importe quel composant électronique, et même les ordinateurs et les logiciels doivent être conçus pour faire face, par exemple, au fait qu'une particule peut modifier une information dans une mémoire, et donc tout d'un coup avoir un fichier corrompu. Et ces problèmes-là, donc, en général, sont bien gérés, mais quelquefois, ça peut mener à des interruptions de service, voire à la perte d'un satellite, soit parce qu'il y a un problème d'informatique, soit parce que, tout simplement, un composant est lui-même détruit par ces particules. Donc, il est vraiment important de comprendre l'évolution de ce champ magnétique pour ce type de besoin. Alors, dans la suite, je vais essayer d'aborder mon exposé avec, en gros, 3 grandes lignes. La première, c'est finalement, quelles sont les données dont on dispose, comment est-ce qu'on les utilise aussi, parce que ça c'est un point important pour reconstruire des informations utiles, à la fois pour cartographier et puis ensuite pour comprendre ce qui se passe. Ensuite, j'essaierai de vous expliquer un peu comment aujourd'hui on aborde la question du lien entre ce que l'on observe dans l'évolution du champ magnétique et ce qui se passe à l'intérieur de la dynamo terrestre. Et puis je finirai avec des progrès récents sur la question de la possibilité de prédire l'évolution du champ. Alors pour ce qui est des observations, les observations directes, c'est ce que je vous dis, faites par des observateurs, eh bien, certaines sont très anciennes parce qu'en fait, on connaît le champ magnétique depuis longtemps. Ça, c'est une petite slide historique. Je vous recommande d'ailleurs vivement la lecture de ce papier de review de Vincent Courtillot et Jean-Louis Lemuel, qui vous donnera un peu le panorama. Le point important, c'est qu'on connaît le champ depuis plus de 2000 ans. Ça a été découvert d'abord via la possibilité d'utiliser évidemment l'orientation pour aller vers le nord, mais ensuite les gens se sont assez rapidement, progressivement rendus compte qu'une boussole n'indique pas exactement le nord, c'est le concept de déclinaison. Ensuite ils se sont rendus compte que le champ magnétique avait une certaine inclinaison. Ils ont aussi constaté que puisque la déclinaison n'était pas la même partout, il était important de la cartographier si on voulait pouvoir utiliser cette information, ce qui a donc mené tous les pays, notamment ceux qui étaient les puissances coloniales, à cartographier la déclinaison pour les besoins de navigation. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que non seulement la déclinaison n'était pas la même partout, mais qu'en plus, elle évoluait dans le temps, et ça a déclenché la nécessité de mettre à jour en permanence. Donc on a énormément de données de navires qui, d'une part, utilisaient les mesures pour s'orienter, naviguer, bien sûr, mais à chaque occasion possible, lorsqu'ils pouvaient eux-mêmes faire une mesure calibrée avec le soleil, etc., le faisaient. Et on a donc un grand nombre de données historiques. Alors ces données historiques étaient essentiellement des données de déclinaison, quelques-unes d'inclinaison, donc d'orientation. Il a fallu en fait attendre le milieu du 19e siècle, les Gauss, pour que soit introduite une mesure efficace de l'intensité du champ. Donc l'intensité, la mesure complète du champ n'est possible que depuis le milieu du 19e siècle. Et c'est aussi à cette époque-là que se sont développées les observations systématiques dans ce qu'on appelle aujourd'hui des observatoires, sous l'impulsion notamment de Van Humboldt, dont on a célébré il n'y a pas longtemps les 250 ans de naissance, avec ses collègues Weber et notamment de nouveau Gauss, qui a joué un rôle considérable dans toutes ces activités. Donc vous voyez qu'on a des données historiques depuis pas mal de temps. Alors l'héritier immédiat de ces initiatives de mise en place de réseaux d'observatoires, c'est aujourd'hui le réseau Intermagnet qui coordonne l'ensemble des observations qui sont réalisées par plus d'une soixantaine d'institutions dans le monde. Le champ magnétique est surveillé en permanence. Là, je vous donne la carte des observatoires d'Intermagnet, et j'ajouterai que, d'une part, Intermagnet a été lancé sous l'impulsion notamment de Jean-Louis Lemuel au milieu des années 80, et puis que la France contribue de manière significative, notamment via l'IPG, c'est les points bleus, et les hosts à Strasbourg, les points verts, l'ensemble étant rassemblé dans ce qu'on appelle le bureau central de magnétisme terrestre. Donc il y a une forte activité d'observation en France du champ magnétique. Alors, dans un observatoire, tout à l'heure je vous ai montré une carte générale donnant l'allure du champ magnétique principal. Il est intéressant et important que je vous montre aussi un petit peu à quoi ressemble l'observation du champ magnétique dans un observatoire. Ça vous permettra de comprendre aussi comment ensuite on est en mesure de séparer les différentes sources pour se concentrer sur le champ magnétique produit par le noyau.
Alors, si vous êtes dans une journée ordinaire, vous attendez 24 heures, le champ magnétique va varier légèrement, et c'est à cause de l'ionosphère qui passe au-dessus de votre tête tous les jours, à midi. C'est là que l'ionosphère est la plus ionisée, et puis c'est aussi à ce moment-là que les courants sont les plus intenses, et ça va vous donner une variation diurne qui n'est généralement pas très importante, ça dépend des lieux, mais quelques dizaines de nanotesla. Parfois, lorsque le vent solaire devient un peu plus violent et qu'il y a une interaction, on aboutit à ce moment-là à ce qu'on appelle un orage magnétique. Le champ devient nettement plus agité, ça peut durer plusieurs jours. Cette fois-ci, les variations sont de l'ordre de quelques centaines de nanotesla en général dans les latitudes européennes. Ça peut être plus large, notamment aux hautes latitudes. Alors, lorsque le champ magnétique, enfin le soleil est calme, et si on isole, ce qu'on peut toujours faire, parce que heureusement, ce n'est pas en permanence qu'il y a des orages, mais on peut suivre de manière détaillée l'évolution au long terme du champ, et c'est là qu'on voit apparaître le champ principal qui évolue, et donc lui, l'amplitude, c'est comme je le disais tout à l'heure, j'ai peut-être oublié de le dire, mais l'amplitude typique, c'est à peu près au plus faible 22 000 nanotesla dans l'Atlantique Sud, ou plus exactement au-dessus de l'Amérique du Sud, et puis jusqu'à 50 000 nanotesla à peu près dans les régions du pôle. Là, c'est le champ à Chambon-la-Forêt, donc l'Observatoire national près de la forêt d'Orléans, dans la forêt d'Orléans. Et vous voyez qu'il y a une évolution lente, ce qu'on appelle la variation séculaire, qui est tout à fait significative. En quelques siècles, on a des variations très importantes. Alors, un point qui est important que j'aimerais souligner, parce que souvent on oublie que lorsqu'on a des observations, il faut aussi avoir une stratégie d'observation. Bien sûr, vous voulez observer le mieux possible à la surface de la Terre, donc manifestement, vous allez mettre le plus grand nombre d'observatoires à la surface de la Terre, et si vous n'en avez pas beaucoup, vous n'allez pouvoir voir que les grandes échelles et pas les petites échelles. Mais il y a aussi une question de qu'est-ce qu'il est pertinent de mesurer, est-ce qu'il est pertinent de mesurer à différentes altitudes, quelle est la meilleure stratégie. Et ça, c'est quelque chose à laquelle Gauss a réfléchi le premier. Et c'est à cette occasion d'ailleurs qu'il a introduit les harmoniques sphériques qui sont universellement utilisées en sciences. Et c'est intéressant d'ailleurs de noter que c'est précisément parce qu'il s'intéressait à cette question qu'il a développé la théorie de l'harmonique sphérique. Il a d'abord constaté, évidemment, le champ magnétique, on le sait tous, une propriété essentielle, c'est que la divergence est nulle. Le deuxième point, c'est que dans la région où on fait des observations, donc là où dans l'atmosphère neutre, il n'y a pas de source, où il y en a très peu. Il y en a un petit peu, par exemple les éclairs, mais ça c'est soudain, c'est ponctuel. Lorsque on fait dans les observations, les observatoires, on évite ce genre de données. Mais si vous observez donc le champ magnétique, vous pouvez dire que vous avez affaire à un champ qui dérive d'un potentiel, un potentiel scalaire, qui lui-même vérifie l'équation de Laplace. Alors, ce qui est très important à souligner là-dedans, c'est que ça veut dire que l'information sur le champ magnétique, en fait, elle est contenue dans le potentiel. Vous allez avoir des observations de composantes, mais aussi pour les anciens, de direction, l'inclinaison, la déclinaison. Mais là où je voudrais en venir, c'est que si vous regardiez tout à l'heure, il y avait la carte de Halley qui avait été faite pour la déclinaison, mais si vous avez des observations de déclinaison d'une part, d'inclinaison d'autre part, d'intensité à des endroits différents, comment faites-vous pour mettre tout ça à l'intérieur d'un modèle cohérent qui vous permet de prédire le champ absolument n'importe où, y compris là où vous n'avez pas fait d'observation pour les besoins que vous pouvez avoir? Eh bien, la réponse, c'est la décomposition donc, du champ en harmonique sphérique, en exploitant le fait que le potentiel doit vérifier cette équation. Et ce que Gauss a montré, c'est que, et ça c'est un point très important, le potentiel se sépare à ce moment-là en deux composantes. Une composante qui va décrire le champ d'origine interne, plus exactement le champ produit par les sources à l'intérieur de la Terre, et le potentiel décrivant le champ produit par les sources d'origine externe. Alors, ce qui fait qu'en pratique, si vous avez beaucoup d'observations, en fait, ce que vous avez, c'est des combinaisons linéaires d'un certain nombre de coefficients qui ont été baptisés les coefficients de Gauss. Et ces coefficients de Gauss contiennent l'information générale sur le champ magnétique. Donc, la stratégie consiste à faire des observations et à utiliser ces observations pour résoudre un problème qu'on appelle problème inverse en géophysique, on connaît bien, et qui consiste donc à essayer de retrouver la meilleure représentation possible des coefficients de Gauss. Alors, les degrés des harmoniques sphériques vous donnent des informations sur l'échelle. Les petits degrés sont les grandes échelles.
les grands degrés vont être les petites échelles. Évidemment, si vos observatoires ne couvrent pas toute la Terre, vous ne pouvez pas espérer avoir les petites échelles. Donc on peut penser qu'on va pouvoir retrouver les coefficients de Gauss pour les grandes échelles en premier. Et puis l'autre chose, c'est que vous allez donc pouvoir identifier les coefficients et donc définir, montrer que le champ magnétique est essentiellement produit soit par une source interne, soit par une source externe. Et Gauss, d'ailleurs, entre parenthèses, a fait les calculs à la main. À cette occasion, a introduit les moindres carrés. Quand Gauss avait un problème, il inventait les mathématiques dont il avait besoin. Et c'est lui le premier à avoir montré que le champ principal était effectivement d'origine interne. Donc là, vous voyez qu'en combinant la théorie et les observations, on peut définir une stratégie pour identifier le champ magnétique terrestre, enfin les sources du champ magnétique terrestre. Et par la suite, en fait, et aujourd'hui, c'est toujours la stratégie qu'on utilise pour effectivement isoler le champ magnétique produit par le noyau de la Terre. Alors, quelques points pas inintéressants à souligner, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, avant 1840, on n'a que des données de direction. Et évidemment, si vous n'avez que des données de direction, vous vous placez dans la situation idéale où vous avez des observations partout à la surface de la Terre, donc vous connaissez la direction du champ absolument partout. Et pendant très longtemps, on a pensé que cette information était suffisante pour reconstruire l'ensemble de la structure du champ. Alors bien entendu, vous ne pouvez pas retrouver l'intensité absolue du champ, c'est-à-dire que si je me parle dans le vocabulaire que j'ai utilisé précédemment, vous allez pouvoir retrouver des coefficients de Gauss. Alors déjà dans un premier temps, un point important, vous ne pouvez plus séparer ce qui est interne et externe. Mais si on sait que le champ est principalement d'origine interne, pour les données anciennes, on peut imaginer qu'on néglige, on considère que c'est un bruit, les sources externes. Mais même cette information-là ne permet pas évidemment de retrouver les coefficients de Gauss à mieux qu'un facteur global. Mais pire que ça, en fait, on s'est rendu compte, et ça on s'en est rendu compte tardivement, c'est une publication de, je ne sais plus où je l'ai marqué, voilà, Proctor et Gubbins, donc dans les années 90, qui ont montré un contre-exemple, c'est-à-dire qu'il était possible d'avoir des champs magnétiques qui avaient partout à la surface de la Terre la même direction et qui pourtant globalement n'avaient pas la même morphologie. Alors ça, c'était quelque chose d'embêtant, parce que ça veut dire que vous ne pouvez pas retrouver les coefficients de Gauss correctement à partir seulement de l'information de direction. Mais, alors ça c'est juste pour illustrer le fait que si je superpose ces deux champs, alors bon, la superposition n'est pas idéale, mais c'est simplement pour vous convaincre que ces champs ont bel et bien la même direction à la surface de la Terre. Par contre, un point qui est important, c'est un problème sur lequel on s'était penché avec Jean-Louis Lemuel et Andrei Koklov, avec qui j'ai beaucoup travaillé, un collègue russe. Et ce qu'on a montré, c'est que, en fait, ce qui était intriguant, c'est qu'en pratique, il était possible, d'un point de vue purement numérique, d'inverser le problème et d'arriver à faire des modèles qui étaient, semble-t-il, assez stables. Et en fait, on s'est rendu compte, d'un point de vue formel, que parce que le champ magnétique est essentiellement dipolaire, alors pour dire les choses de manière simple, parce que le champ magnétique n'a qu'un seul pôle magnétique nord, un seul pôle magnétique sud, en fait, si on sait ça, effectivement, la direction suffit à retrouver les coefficients de Gauss à un coefficient évidemment multiplicatif global. Alors ce coefficient multiplicatif global, comment est-ce qu'on peut le retrouver quand on veut s'intéresser aux champs anciens? Eh bien tout simplement en s'appuyant sur des mesures qu'on peut faire, par exemple en prélevant des laves bien datées d'avant 1840, pour lesquelles on peut mesurer l'intensité du champ et donc compléter ces informations pour, même si elles sont peu nombreuses, donner le facteur global. C'est comme ça qu'on est en mesure de retrouver des informations sur la morphologie et le champ ancien. Alors, un autre point de même nature que je voudrais souligner, c'est que après, j'en parlerai dans un instant, les mesures, dès qu'on a réussi à avoir des satellites, très tôt d'ailleurs, comme vous le verrez, on a commencé à faire des mesures. Les plus faciles à faire, c'était de mesurer juste l'intensité. C'est pas facile de définir l'orientation du champ ou de quoi que ce soit dans l'espace, et donc les mesures les plus faciles, c'était l'intensité. Mais on s'est assez rapidement rendu compte, notamment d'un point de vue opérationnel, que ça posait des problèmes. Et ensuite, ça a été formalisé par George Backus. C'est-à-dire que si maintenant je me place du point de vue de mesures qui seraient que des mesures d'intensité à la surface de la Terre, je ne connais pas la direction, mais je connais partout l'intensité, eh bien de nouveau, je bute sur un problème, je ne peux pas retrouver les coefficients de Gauss. En fait, il y a une indétermination qui a été précisée par Backus. Et la solution au problème, cette fois-ci, c'est en fait qu'on a besoin de savoir, comme information complémentaire, où se trouve
l'équateur magnétique. Alors ça a été un obstacle dans les premières exploitations des données satellitaires, pas absolu, parce qu'on avait toujours les observatoires au sol qui pouvaient nous donner des informations vectorielles sur la localisation de l'équateur, mais ça limitait l'apport des données spatiales. Donc il est vraiment important de mesurer le champ magnétique, ces trois composantes, et si possible partout à la surface de la Terre, ou en tout cas partout sur une surface sphérique englobant la Terre, par exemple pour les satellites, là où ils orbitent. Alors, justement, j'en viens aux satellites. Alors l'intérêt des satellites, il est assez évident, mais je voudrais quand même le souligner. Ça a un intérêt, mais ça a aussi des inconvénients, ou plus exactement des particularités dont il va falloir tenir compte. L'observatoire, par définition, fait une mesure. Lorsque le champ varie, c'est parce que le champ varie dans le temps. L'observation est locale, donc il n'y a pas de doute, c'est une variation temporelle. Votre satellite, lorsqu'il se déplace à la surface sur son orbite, le champ qu'il va mesurer va varier d'une part parce qu'il se déplace d'un endroit à un autre, donc il va avoir des champs différents, et puis d'autre part parce que le champ lui-même a varié pendant ce temps-là. Alors l'avantage du satellite, par contre, c'est qu'il est capable de couvrir très vite la surface de la Terre. Ici, c'est une orbite d'un satellite qui s'appelle Ørsted, j'en parlerai dans un instant. Et en une journée, en fait, on couvre très facilement la surface de la Terre. L'orbite, en orbite basse, il faut à peu près 90 minutes pour faire le tour de la Terre. Pendant ce temps-là, la Terre tourne, et donc vous avez une couverture assez rapide des observations. Il est important de souligner que les deux moyens d'observation, au sol et dans l'espace, sont donc complémentaires. On ne peut pas remplacer les observatoires par des satellites. Alors, pour les satellites, un petit historique rapide. Un point que je voudrais souligner quand même, c'est que historiquement, la mesure du champ magnétique est tout simplement la première mesure jamais faite dans l'espace en sciences. Mais alors ça a été fait par les Russes avec Spoutnik. Il s'appelle Spoutnik 3, mais en réalité c'était le deuxième satellite russe, la première mesure. Malheureusement, ce n'était pas des mesures de très grande précision, puisqu'on s'est progressivement rendu compte qu'il fallait avoir des mesures de très grande qualité. Les satellites ont poursuivi, ça a donné des observations qui n'étaient pas de très grande qualité, et puis ensuite les Américains ont pris le relais de manière beaucoup plus systématique, à l'ère au moment d'Apollo, évidemment. Ils avaient conscience de la nécessité de mesurer beaucoup de paramètres dans l'environnement spatial, puisqu'ils allaient envoyer 10 hommes. Et ils ont mesuré le champ magnétique, mais comme je vous le disais, au début, on ne savait pas mesurer le champ vectoriel. C'est pas qu'on ne savait pas le mesurer, mais on ne savait pas l'orienter, c'est-à-dire retrouver la direction nord-sud, parce que votre satellite, il tourne sur lui-même, c'est pas facile, il faut regarder les étoiles pour orienter tout ça. Et donc, les premiers satellites n'étaient pas en mesure de faire ça. Il y a eu pas mal d'observations, et c'est à cette époque donc, qu'on a buté sur le problème de ce qu'on appelle aujourd'hui l'effet Bacchus, qui ne pouvait pas être résolu autrement qu'en ayant des satellites avec des mesures vectorielles. Alors, paradoxalement, si les mesures magnétiques ont été les premières faites dans l'espace, il a fallu attendre très longtemps pour qu'elles deviennent vraiment opérationnelles pour les besoins scientifiques que l'on a aujourd'hui. Et le premier satellite en mesure de faire ces mesures, c'est un satellite américain qui a été laissé en 1980 en orbite basse, parce qu'on a intérêt à être près des sources pour bien voir le champ magnétique et toutes ses composantes. Et il n'est resté dans l'espace que 6 mois. Mais c'est le premier satellite à avoir été en mesure de faire des mesures vectorielles. Alors, avec cette caractéristique qu'on retrouve sur tous les satellites magnétiques, qu'on déporte le magnétomètre pour éviter d'être perturbé par le satellite, et on doit avoir un dispositif sophistiqué pour ensuite orienter, en regardant les étoiles, la mesure du champ magnétique. Et l'orientation dont on a besoin est extrêmement précise. C'est quelques arcs secondes. Alors, Maxat, lui, était en mesure de faire des mesures avec à peu près 10 arcs secondes de précision, mais c'est ce qu'il est absolument nécessaire d'avoir, parce que sinon, une erreur d'orientation se traduit par une erreur sur chacune des composantes qui est tout à fait significative et vous empêche d'exploiter les données. Alors, un résultat majeur de Maxat, même s'il n'est resté que 6 mois dans l'espace, et vous comprendrez qu'en restant 6 mois dans l'espace, il n'a pas été en mesure de voir l'évolution au long terme du champ magnétique, mais il a été capable de faire une image instantanée de très bonne qualité du champ magnétique, avec la séparation interne-externe qui était dans une large mesure possible, encore qu'il y avait quelques limitations, je vais insister là-dessus dans un instant, mais il a permis donc de mesurer le champ magnétique et de reconstruire les coefficients de Gauss avec des degrés qui jusqu'alors n'étaient pas possibles. Les observatoires étaient capables d'aller jusqu'au degré à peu près 8, donc on connaissait à peu près
cette structure-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ensuite, en allant plus loin, la contribution, là c'est le spectre, grosso modo ça vous donne l'intensité de la contribution de chacun des degrés du champ magnétique terrestre, et vous voyez qu'il y a ici un virage, et ce virage témoigne de ce qu'en fait, à partir du degré 13, donc des échelles en termes de kilomètres, de quelques milliers de kilomètres, eh bien c'est le champ magnétique produit par les roches à la surface de la Terre qui vont dominer. Alors ça, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça, c'est une autre caractéristique importante. On ne sait pas observer le champ magnétique du noyau au-delà du degré 13. Alors on peut espérer observer ces variations un peu au-delà, parce que le champ crustal, lui, varie pratiquement pas, mais c'est une vraie limitation, et donc on ne voit le champ magnétique produit par la dynamo qu'aux grandes échelles, jusqu'au degré 13. Une des difficultés de Maxat, mis à part le fait qu'il n'a duré que 6 mois, c'est qu'il était aussi en orbite sun-synchronous, c'est-à-dire comment dit-on, bref, synchrone, héliosynchrone, voilà. Et avec notamment, et du coup, il était sur une orbite 6h-18h, et donc l'influence de l'ionosphère était significative. Et cette ionosphère, lui, le satellite, il le voit comme une source interne. Ça venait polluer le signal, c'était embêtant. Il y avait moyen de gérer ça grâce aux observatoires, mais c'était tout de même une limitation. Donc dans la suite, beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer la situation, et de nouveau, il a fallu attendre assez longtemps. Alors je voudrais insister sur le fait que, en gros, 3 pays ont beaucoup contribué à ça. Je commencerai par la France, et je rends hommage là à José Achach, qui avait initié ces activités à Paris et à l'IPG, et qui avait développé beaucoup d'efforts pour essayer d'avoir une mission française. Malheureusement, ça n'a pas abouti. Par contre, ça a donné lieu à des collaborations avec nos collègues danois d'une part, nos collègues allemands qui, eux, ont réussi à faire aboutir leur projet. Les premiers à l'avoir fait, c'est les Danois, qui ont démarré assez tôt et qui ont donc développé un satellite de qualité comparable à celle de Maxat, mais en embarquant des magnétomètres développés par le CELETI avec la collaboration de l'IPG. Donc on a une longue tradition de magnétisme spatial en France et à l'IPG en particulier. Alors Ørsted est un satellite qui était parti en piggyback, c'est-à-dire qui était lancé en même temps qu'un satellite militaire américain. Il a pris énormément de retard. Je n'ai jamais eu une mission avoir autant de lancements retardés. Je crois qu'il a fallu attendre 14 lancements, on a été reporté 14 fois avant que ça soit lancé. Et pendant ce temps-là, les Allemands, eux, qui ont démarré un peu plus tard, développé leur propre satellite qui était lui plus avancé du coup, et qui est parti peu de temps après. Alors le point intéressant, c'est que ces 2 satellites ont permis évidemment de reprendre le type de mesure de Maxat, de meilleure qualité, et puis aussi d'avoir une stratégie vis-à-vis de l'heure locale pour mieux séparer les sources externes et internes qui étaient de meilleure qualité. Et puis c'est aussi ces 2 satellites qui ont permis de comprendre l'avantage qu'il y avait à avoir plusieurs satellites pour progresser là-dedans. Alors Champ a fonctionné jusqu'en 2010, Ørsted aussi. Accessoirement, il était initialement prévu pour 14 mois et les magnétomètres ont très bien marché bien plus longtemps. Et puis, évidemment, rapidement, on s'est inquiété de la suite, et toujours en profitant de l'expérience conjointe des différents pays européens, à l'initiative de Egil Friis-Christensen au Danemark, qui malheureusement aujourd'hui est décédé, et avec Hermann Lur en Allemagne et moi-même, nous avons donc proposé une autre mission qui s'appelle Swarm et qui, elle, a abouti avec un lancement en novembre 2013 et qui fonctionne très bien actuellement. Alors cette constellation, cette fois-ci, est constituée de 3 satellites. Très rapidement, 2 satellites côte à côte. L'un des avantages, c'est que vous pouvez faire des mesures différentielles entre les deux. Ça vous permet de vous débarrasser de certains types de signaux, notamment les sources externes de grande échelle qui varient très vite, comme celle de la magnétosphère. Et puis, vous avez un autre satellite qui s'est placé sur une heure locale différente, ce qui vous permet de mieux séparer donc, le signal externe du signal interne. Alors, je reviens maintenant et j'aborde la question de l'évolution du champ magnétique terrestre. Le champ, donc, on a d'abord l'évolution de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Un point important, alors ça on le connaît y compris avec les observatoires, parce qu'on voit bien avec les données historiques, et vous voyez que cette anomalie de l'Atlantique Sud a évolué. Grosso modo, elle s'est étendue et elle s'est creusée. L'intensité du champ magnétique a décru aussi, et le lieu de minimum d'intensité s'est déplacé progressivement au-dessus de l'Amérique du Sud, et ça continue à évoluer.
Une autre caractéristique, j'ai évoqué les pôles. Le pôle géomagnétique, c'est-à-dire celui du dipôle axial, du dipôle incliné, alors lui évolue peu, mais il a évolué légèrement et aujourd'hui le champ est légèrement plus axial, s'est déplacé de 2 degrés en environ 120 ans, pendant que par contre les pôles magnétiques, donc l'endroit où le champ magnétique est vertical, se sont déplacés de manière très différente au nord et au sud. Alors au nord, on avait démarré très bas, à 70 degrés de latitude, et puis aujourd'hui, le pôle s'est déplacé progressivement, a considérablement accéléré et est aujourd'hui extrêmement près du pôle géographique nord, à seulement 4 degrés à peu près. Alors que pendant ce temps-là, le pôle magnétique sud, lui, alors paradoxalement, a démarré plus près du pôle et s'est éloigné plus lentement, mais progressivement du pôle géographique. Alors quand on regarde la décroissance du dipôle, de l'intensité, effectivement, le dipôle axial diminue. Alors là, il y a un signe moins parce que c'est un dipôle qui mathématiquement est négatif, mais cette pente décrit la décroissance. Si on regarde le dipôle dans son ensemble, on a effectivement une décroissance d'à peu près 6,5% sur cette période-là. Donc le champ décroît en ce moment. Alors, pour comprendre tout ça, le point important, c'est d'aller voir à quoi ressemble le champ magnétique là où il est produit. Et l'un des gros avantages de la méthode de Gauss, c'est qu'avec les harmoniques sphériques, eh bien, finalement, on sait qu'on peut prendre les grandes échelles, donc jusqu'au degré 13, et puis ensuite, on peut exploiter ces coefficients pour aller jusqu'à la base du manteau. Et là, je voudrais insister sur un point, c'est puisqu'on sait que c'est le champ produit par le noyau, on sait que dans la région intermédiaire, il n'y a pas de source, et donc on a mathématiquement le droit de décrire le champ de cette manière-là. Et ça, c'est extrêmement puissant, puisque ça nous permet de voir le champ à la surface du noyau. D'autre part, ça c'est exactement à la base du manteau, et ensuite on rentre dans le noyau. Alors de rentrer dans le noyau, c'est subtil, parce que là, on a des sources et on ne peut plus utiliser les mêmes équations. Mais par contre, la composante radiale, on le sait, est la même. Par conséquent, on peut observer la composante radiale produite par la dynamo à la surface de la Terre. Et il y a 2 points importants. C'est que d'une part, donc, on peut l'observer, et d'autre part, c'est de toute façon exactement le comportement de ce champ qui gouverne tout ce qui se passe à la surface de la Terre, tout ce qu'on peut observer. Donc dans une large mesure, peu importe le détail de ce qu'il y a à l'intérieur, si le champ ne varie pas à la surface du noyau, rien ne se passera en dehors du noyau et donc à la surface de la Terre. Donc c'est vraiment ce champ qui gouverne ce que nous observons. Donc là, j'ai repris un modèle qui est l'un des plus récents, qui reprend les données historiques jusqu'à des données satellitaires récentes, qui représente la composante radiale à la surface du noyau cette fois-ci, et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de structures. Ça c'est normal parce que quand on se rapproche des sources, on voit mieux les petites structures. Là, de nouveau, le champ magnétique sort de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud, rentre dans l'hémisphère nord, mais vous voyez qu'il y a des régions où ça sort et ça re-rentre immédiatement. C'est notamment le cas dans cette région-là, et les lignes de champ correspondantes, en fait, ne parviennent jamais à la surface de la Terre. Alors le paradoxe, c'est que comment sait-on qu'elles sont là ? Eh bien, c'est la puissance de la théorie de Gauss qui nous permet de le dire. Mais puisque ces lignes de champ n'arrivent pas à la surface, c'est la raison pour laquelle le champ est nettement moins intense dans la région de l'Atlantique Sud. Donc là, ce qui est intéressant, je voudrais que vous regardiez 2 choses. C'est l'évolution générale du champ. Vous verrez les constantes de temps. On a une évolution là depuis 1840 jusqu'en 2010, si je me souviens bien. Vous verrez que le champ magnétique, toutes ces structures ont tendance à dériver vers l'ouest. Vous verrez l'évolution de l'anomalie de l'Atlantique Sud telle qu'elle est produite à la surface du noyau. Et puis vous remarquerez aussi qu'il se passe des choses également à la surface, à proximité des pôles. Et c'est ce qui se passe là, évidemment, qui est responsable du comportement du champ du noyau. Alors, si je fais le petit film, vous allez voir donc cette évolution. On démarre vers le milieu du 19e et on avance. Et on voit très bien l'évolution du champ jusqu'à la structure actuelle avec l'anomalie de l'Atlantique Sud qui a grandi parce que cette structure-là a grandi. Alors, quand on a ce genre de carte, on peut faire plusieurs choses. La première chose, c'est de faire des diagnostics de manière assez simple. Par exemple, si vous voulez vous intéresser à ce qui produit la variation, la décroissance actuelle du champ magnétique terrestre, eh bien, on voit très bien que c'est de nouveau associé à l'évolution de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Là, c'est très facile à faire, puisqu'il suffit de prendre la composante radiale que vous observez, multipliée par le cosinus de la colatitude, et là, si vous prenez l'intégrale de cette quantité, vous avez la mesure de l'intensité du champ magnétique terrestre dans son ensemble, plus exactement la composante dipolaire axiale. Et ça permet d'identifier que, effectivement, c'est essentiellement la croissance et le déplacement vers les hautes latitudes de ces anomalies qui vous produit de manière efficace la décroissance du champ magnétique terrestre.
On peut regarder un peu plus précisément ce qui se passe dans les régions polaires. Ça, c'est une étude qu'on avait faite avec Arnaud Chulia, juste après qu'on ait constaté l'accélération rapide du déplacement du pôle magnétique nord. Là, vous voyez, c'est assez spectaculaire, se déplacer à une vitesse relativement constante, et puis tout d'un coup, il y a eu une accélération. Et ce genre d'analyse permet de mettre en évidence le fait que, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez ici une petite région où a émergé un champ magnétique inverse qui est responsable de ce que ça attire le pôle dans cette direction et a accéléré. Donc là, c'est un diagnostic. C'est finalement qu'est-ce qui, à la surface du noyau, est responsable de ça. Alors après, ce qui est intéressant, c'est évidemment d'essayer d'interpréter, c'est-à-dire de comprendre les choses en termes de dynamique. Et là, la façon dont on peut le faire, c'est de se tourner vers l'équation qui gouverne le champ magnétique qu'on observe. Donc, on observe BR, la composante radiale à la surface du noyau, et on peut montrer que ce champ est gouverné par une équation qui est dite l'équation de l'induction. Et de manière générale, dans le noyau, elle s'écrit comme ça. La surface du noyau, elle va s'écrire comme ça. Et vous voyez apparaître deux composantes. D'une part, une composante qui est liée à des mouvements qui animent la surface du noyau, et d'autre part, une composante dite de diffusion. Alors, pour expliquer rapidement d'où viennent ces deux termes, le terme de diffusion, s'il n'y avait pas de mouvement, c'est tout simplement parce que les courants électriques à l'intérieur du noyau finiraient par disparaître par dissipation ohmique. C'est-à-dire que l'énergie est perdue, rechauffe le noyau et le champ s'éteint. Les constantes de temps typiques, si on arrêtait la dynamo, il faudrait à peu près 50 000 ans pour éteindre complètement le champ magnétique terrestre. Donc vous voyez que c'est des constantes de temps qui en général sont assez longues. Et donc comme on voit des variations assez rapides, on se doute que l'essentiel de ce qu'on voit est lié au mouvement, autrement dit au fonctionnement de la dynamo. Alors, bon, après, tout l'exercice consiste à essayer d'exploiter cette information pour retrouver des informations sur le mouvement lui-même. Ça n'est pas simple, puisqu'on a accès uniquement aux grandes échelles du champ, comme vous le savez. On n'a pas accès aux dérivées verticales de la composante radiale qui interviennent dans ce terme-là. Et puis, en plus, évidemment, puisqu'on n'a pas les petites échelles et qu'on ne connaît pas le mouvement, il est difficile aussi d'apprécier les contributions, parce que des petites échelles du champ avec des petites échelles de mouvement peuvent produire des grandes échelles du champ. Donc il y a un certain nombre de difficultés, mais on peut quand même essayer de progresser. Une question importante, par exemple, qui a intéressé tout le monde très tôt, c'est la question de savoir la contribution de la diffusion. Est-ce qu'il est légitime, effectivement, de considérer que la diffusion ne joue aucun rôle? Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut tester, parce qu'il y a une propriété qui nous dit que le flux, autrement dit, chacune des taches rouges et bleues, eh bien, si je fais l'intégrale là-dedans, ce flux est censé rester constant au cours du temps. Et en restant constant au cours du temps, eh bien, je dois avoir le moyen de tester cette hypothèse. En fait, ce n'est pas si simple, puisque comme on rate les petites échelles, les contours ne sont pas si faciles que ça à définir, mais pas mal de gens ont consacré du temps à ça pour aboutir à la conclusion que vraisemblablement, la diffusion ne joue pas un rôle considérable. Ce n'est pas tout à fait forcément le cas quand on regarde des choses de petite échelle, comme par exemple ce que je vous expliquais à propos de l'émergence d'une zone de flux inverse dans les régions polaires, où dans une étude qui a été publiée récemment, ils ont montré qu'on pouvait expliquer ça entièrement en termes de diffusion. Donc là, par exemple, on peut imaginer que c'est uniquement un processus diffusif de petite échelle qui est responsable de ça. Alors, ce n'est pas parce que vous avez un processus qui explique que c'est forcément le bon processus, mais c'est une possibilité. Si maintenant on regarde l'évolution générale, en règle générale, on peut penser que c'est effectivement le mouvement de la dynamo qui est responsable de cette évolution. Et donc on peut se dire, est-ce qu'il est possible, à contrario, d'utiliser cette équation-là, de retrouver un mouvement qui rend compte des observations de manière exacte? Alors ça, c'est des choses qui ont été faites assez tôt, mais on rencontre des difficultés parce que ce problème est non unique. C'est-à-dire que cette équation-là ne définit pas de manière unique le mouvement, et donc il faut faire appel à des hypothèses supplémentaires. Par exemple, dire que le mouvement est de grande échelle. Et puis, en regardant des considérations sur la dynamique générale qui gouverne le fluide, cette fois-ci à l'intérieur de la dynamo, essayer de trouver des hypothèses qui permettent de simplifier le problème. Alors, une hypothèse qui a été beaucoup utilisée, qui a été avancée par Lemuel, et qui consiste à dire que tout est dominé par le fait que, ici, la force de Coriolis va dominer, et de l'autre côté, on a essentiellement le gradient de pression, la viscosité ne joue pas grand rôle, et ici, on peut espérer que ce terme n'est pas trop grand. Donc avec ce type d'approche, il a été possible de faire des calculs de mouvement, et si je vous montre celui-là, c'est pour plusieurs raisons.
D'abord, c'est la première fois que, c'était juste après Ørsted, c'était la première fois qu'on avait une deuxième carte du champ magnétique à haute résolution, c'est-à-dire jusqu'au degré 13, et donc ça permettait de voir la variation à la surface du noyau de manière précise, et vous voyez qu'on a une forte concentration dans une région au-dessus de l'Atlantique, grosso modo. Là, vous retrouvez la structure du champ moyen, et ça, ce sont donc les types de calculs qu'on est en mesure de faire, et qui a permis de regarder d'un peu plus près, et surtout de montrer qu'effectivement, à l'intérieur des incertitudes que l'on a, on pouvait rendre compte pour l'essentiel de l'observation de la variation du champ sur l'ensemble des échelles observées grâce à des mouvements sans faire appel à de la diffusion. Alors, une fois de plus, ce n'est pas parce que vous êtes capable de trouver un mouvement qui explique ce que vous observez que ce mouvement est le vrai mouvement. Et une question qui a été importante, et ça a été grâce aux travaux de Dominique Jo, ça a été d'essayer de relier les mouvements qu'on observait à d'autres observables. Et notamment, un mouvement qui est intéressant, c'est celui qui est associé à des échanges de moments cinétiques entre des cylindres à l'intérieur du noyau, c'est-à-dire que pour des condensations dynamiques, on sait qu'il peut y avoir des mouvements de grande échelle qui traversent le noyau et qui vont donc porter un moment cinétique. Et lorsque l'on fait le bilan du moment cinétique global du noyau, un point important, c'est que c'est uniquement des petits degrés, autrement dit des choses qu'on peut observer à la surface du noyau, qui vont porter ce moment cinétique. Et là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en utilisant le type de calcul que je montrais précédemment, on peut retrouver ces coefficients, estimer le moment cinétique du noyau. Et le moment cinétique du noyau, s'il varie dans le temps, il témoigne d'un échange de moments cinétiques avec le manteau solide. Et le manteau solide, c'est ce qui définit la durée du jour. Donc on a des observations de durée du jour. Cette durée du jour varie tous les jours, de quelques millisecondes. À court terme, c'est la raison pour laquelle la rotation de la Terre est irrégulière, c'est des échanges avec l'atmosphère, avec les océans, mais à grande échelle de temps, on sait que ça ne peut pas être autre chose que le noyau. Et le point essentiel ici, c'est que assez rapidement, en remontant aussi avec les données historiques, on s'est rendu compte qu'effectivement, avec ce type de calcul, on pouvait rendre compte des irrégularités de la rotation de la Terre aux échelles décennales. Donc ça, c'était plutôt rassurant. Un autre aspect du champ magnétique sur lequel je voudrais revenir un instant, c'est que lorsque l'on regarde l'évolution au long terme, tout à l'heure je montrais le champ lui-même, ça montrait des grandes tendances, mais si vous prenez la dérivée, ce qu'on appelle donc la variation séculaire, son comportement est assez étonnant. C'est-à-dire que cette variation séculaire a tendance à avoir une évolution linéaire, autrement dit avec une accélération, cette fois-ci la dérivée seconde qui est constante, et puis tout d'un coup il peut y avoir des modifications et un changement soudain. Ces changements soudains ont été mis en évidence par Vincent Courtillot et Jean-Louis Lemoel à la fin des années des années 70, et ont été baptisés secousses ou geomagnetic jerks, et ont été beaucoup étudiés aussi. Alors l'un des points intéressants, c'est qu'aujourd'hui avec les satellites, on peut voir ces phénomènes avec beaucoup plus de précision, et puis en plus, il se trouve qu'ils se produisent plus souvent, et donc on a là les moyens de regarder de plus près à quoi ressemblent ces secousses, et par la suite, comme vous verrez, tenter d'en expliquer l'origine. Alors, là, cette fois-ci, c'est un film qui montre non plus le champ magnétique, non plus la variation, mais l'accélération, c'est la dérivée seconde. Et ça, c'est la manifestation à la surface du noyau de ce qui est responsable de ces secousses qui se produisent en général par paires. Vous allez voir que le rouge et le bleu ont tendance à s'alterner. Et ça, c'est ce qui a été baptisé aussi les pulses d'accélération. Et ça, c'est la manifestation à la surface du noyau de ce qui produit les secousses géomagnétiques à la surface de la Terre. Alors, un point intéressant à souligner, c'est que là aussi, il est possible d'essayer de regarder plus près ce qui est responsable de ça. Bien entendu, il y a un lien avec les mouvements, et effectivement, on peut montrer, ça c'est une étude qui a été menée par notre collègue Chris Finlay avec un de ses étudiants, et bien sur la période considérée, derrière un mouvement homogène qui explique la variation dans son ensemble, tous ces pulses peuvent être expliqués par des mouvements de petite échelle qui rendent parfaitement compte donc des observations. Donc vraisemblablement, les jerks sont associés à des phénomènes qui impliquent les mouvements et relativement peu de diffusion. Alors, évidemment, le point important, c'est ensuite d'essayer de connecter tout ça avec les progrès qui ont été faits sur la simulation numérique, notamment 3D.
qui ont débuté. Les premiers succès, c'est la fin des années 80, milieu des années 80, mais énormément de progrès ont été faits depuis. Alors ici, j'ai écrit les équations de la dynamo. C'est plus compliqué. On retrouve l'équation qui gouverne l'équation de l'induction, qui gouverne l'évolution du champ magnétique, mais il faut prendre en compte aussi l'équation qui gouverne le mouvement et puis l'équation qui gouverne ce qu'on appelle la codensité, c'est-à-dire en fait ce qui va vous être responsable de la convection proprement dite. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ces équations, je voudrais juste souligner quelques points importants pour vous permettre de comprendre pourquoi ces simulations peuvent être connectées aux observations et nous permettre de progresser. Alors, quand vous avez les équations, en fait, vous pouvez les écrire de manière adimensionnelle, ce qui vous permet de faire apparaître les quantités vraiment pertinentes. 3 paramètres apparaissent, le nombre d'Ekman, le nombre de pentes magnétiques et le nombre de pentes qui apparaissent ici lorsqu'on décrit les choses sous cette forme. Là, j'ai repris un papier de Wicht et Sanchez. Eh bien, vous voyez que ce sont les 3 paramètres essentiels. C'est-à-dire, peu importe la valeur de la viscosité, de la rotation de la Terre ou quoi que ce soit, ce sont ces nombres sans dimension qui vont être importants pour définir votre système. Bien entendu, il faudra aussi définir des conditions aux limites, il faudra aussi définir la puissance que vous décidez de mettre dans votre système. Mais une fois que vous avez ça, c'est les paramètres qui vous permettent de faire votre calcul. Et une fois que vous avez votre calcul, vous allez ensuite observer l'évolution du champ magnétique, observer les mouvements qui sont produits, et vous avez ensuite toute une série de nombres qui vous permettent de mesurer, de nouveau en termes adimensionnels, les quantités produites, c'est-à-dire l'intensité du champ, l'intensité des mouvements, etc. Et le point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'il est extrêmement difficile de reproduire des paramètres qui correspondent à ceux de la Terre. Ceux qui sont estimés pour la Terre sont ici. Ceux qu'on parvient à obtenir pour des dynamos classiques et les meilleurs dynamos, c'est les plus avancés, vous voyez qu'on est très loin de ces valeurs, sauf pour le nombre de pentes. Et donc là, pendant très longtemps, les gens ont considéré que c'était un obstacle majeur et qu'il était impossible de dire quoi que ce soit à propos du champ magnétique de la Terre à partir de ce type de dynamo. Mais c'était négliger le fait important que toutes ces dynamos ont la possibilité de produire en sortie un certain nombre de paramètres adimensionnels qui sont tout à fait pertinents pour la Terre. Notamment le nombre de Reynolds magnétique, avant je parlerai du nombre d'Elsasser ici, vous voyez qu'il est de l'ordre de 1 et tous ces dynamos sont en mesure de produire, autrement dit, l'intensité du champ reproduit l'intensité du champ magnétique terrestre effectivement. Les mouvements, l'amplitude des mouvements peut être mesurée aussi en termes relatifs dans cette équation-là grâce au nombre de Reynolds magnétique et on est capable d'avoir à ce moment-là des nombres tout à fait comparables à ceux de la Terre. Donc pour dire simplement les choses, même si le moteur, le détail du fonctionnement de la dynamo n'est pas forcément proche de celui de la Terre, il produit une équation qui est celle dont on a besoin pour expliquer les observations avec des quantités qui sont tout à fait comparables à celles de la Terre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, la zoologie des simulations numériques est quand même assez complexe et lorsqu'on veut progresser, il faut quand même bien choisir ses paramètres pour essayer de comprendre ce qu'il faut faire. Et l'une des choses qui a été faite, notamment sous l'impulsion de Uli Christensen, qui était venu faire un séjour ici, avec qui nous avions travaillé, Julien et moi-même, on a regardé finalement, essayé de trier toutes les dynamos pour essayer de comprendre celles qui étaient les plus proches, dont le comportement était le plus proche de celui de la Terre, ou plus exactement, qui produisaient des champs dont le comportement était le plus proche de celui de la Terre. Un certain nombre de caractéristiques ont été définies, notamment la composante, la proportion relative entre le champ dipôle, ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il est possible de définir un espace de paramètres, défini là en fonction de ces fameux paramètres sans dimension que j'évoquais plus tôt, et qui permettent de savoir où est-ce qu'il est malin d'essayer de cibler les choses pour reproduire des phénomènes de type terrestre. Et donc là, la Terre est quelque part par ici, et vous voyez qu'il est intéressant d'essayer de naviguer dans ce type de paramètres. Alors ça, c'est un exemple de simulation pour vous illustrer le fait que l'allure est à peu près générale. Alors ça, ce sont des caractéristiques statistiques. Mais pour pouvoir progresser, faire tourner vos dynamos, il faut aussi s'assurer que le rythme d'évolution du champ soit aussi quelque chose que vous pouviez synchroniser avec celui de la Terre. Et là, il y a une autre propriété importante qui a été mise en évidence assez vite sur le champ magnétique terrestre et qui est commune avec ce que les dynamos produisent. Et c'est-à-dire que quand on regarde les constantes de temps de chacun des degrés, chacun des harmoniques sphériques,
eh bien, on constate que ces constantes de temps, les grandes échelles évoluent plus lentement que les petites échelles, mais ces échelles eh bien, suivent une loi qui est commune pour les dynamos et pour la Terre, et notamment, finalement, chaque échelle de temps est, grosso modo, une constante universelle divisée par le degré. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que si vous avez une dynamo numérique, vous pouvez recalibrer le temps pour pouvoir ensuite synchroniser votre dynamo avec des observations terrestres. Et ça, c'est un progrès aussi important. Autre point important, et ça c'est quelque chose qui a été développé notamment par Julien, initialement en collaboration aussi avec Raga Yamit sur un certain nombre de choses, c'était d'étudier l'influence des conditions aux limites sur les dynamos. Et ce que Julien a mis en évidence, c'est qu'en utilisant des conditions aux limites judicieuses et en tenant compte du couplage, parce que ça c'est un point important, du couplage entre la graine et le manteau. Alors ces choses-là ne sont pas triviales à comprendre d'un point de vue intuitif, mais lorsque l'on tient compte des conditions limites imposées par le manteau, on tient compte du couplage gravitationnel entre le manteau et la graine, des couplages qui existent par ailleurs entre la graine et le noyau liquide, eh bien non seulement, évidemment, en se plaçant dans les paramètres comparables à ceux dont je parlais plus tôt, en calibrant le temps comme il convient, on peut mettre en évidence en fait une dynamo qui à ce moment-là va avoir une deuxième caractéristique terrestre importante qui est de concentrer la variance séculaire dans l'hémisphère atlantique et avec une dérive qui est du même type que celle qu'on observe dans la dynamo terrestre. Alors là, un point qui est intéressant, et récemment donc Julien avec Chris Finlay a montré ça, c'est que cette dynamo en plus a le bon goût de produire des accélérations qui ressemblent furieusement aux accélérations qu'on observe pour expliquer les jerks, les secousses géomagnétiques et les fameux pulses. Donc là, l'échelle de temps est un peu accélérée parce que le film est un peu accéléré, mais on retrouve ce type de comportement. Et là, toute la puissance de la dynamo, c'est qu'une fois qu'on a réussi à connecter les observations avec une dynamo, on peut aller regarder ce qui se passe dans la dynamo. Alors ça, je sais que Julien me dit ça passe pas très bien, mais ça c'est vrai, ça passe pas très bien ici. Mais l'idée, c'est de voir que quand on regarde cette dynamo évoluer, on peut essayer de comprendre quelle est la cause des accélérations que l'on observait sur le film précédent à l'intérieur. Et on voit ici, alors c'est la composante azimutale du mouvement, et bien la façon dont la convection est capable de temps en temps de produire des ondes de type onde Alven qui vont vont produire, alors ça c'est une coupe, ici une coupe équatoriale, et ici vous avez une coupe par la tranche, donc vous allez voir se propager une onde qui va venir se concentrer sur l'équateur avec des signes opposés sur les mouvements qui rendent compte tout à fait de ce qu'on pouvait voir dans les observations, et notamment à travers l'analyse que je vous avais montré plus tôt par Chris Finlay et son étudiant. Donc là, le point essentiel que je veux souligner, c'est qu'en regardant donc les dynamos, une fois qu'on a bien réussi à calibrer les paramètres, on commence à voir des choses qui ressemblent à la Terre, et on voit qu'on s'approche de la possibilité de coupler les observations avec les dynamos pour progresser. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Une première façon, c'est d'exploiter les informations. Par exemple, je donnerai un simple exemple. Je vous disais, on ne connaît pas les petites échelles. Mais si vous avez une dynamo et que vous lui avez donné les éléments qui se comportent comme le champ magnétique, la dynamo terrestre, eh bien, vous connaissez les petites échelles pour ça, et donc vous pouvez en déduire des propriétés statistiques qui vont vous aider à progresser dans le calcul, par exemple, de vos mouvements et de mieux rendre compte des observations. Et là, dans cet article que j'ai tiré de Gillet et al., eh bien, vous voyez qu'on peut de nouveau faire des calculs de mouvement. On retrouve les grandes structures que je montrais plus tôt, avec l'activité qui est essentiellement dans l'hémisphère atlantique. Ici, on voit que ça se structure en mouvement. On peut voir aussi l'accélération des mouvements autour, notamment un grand mouvement qui passe derrière, de l'autre côté sur l'autre hémisphère, en se concentrant en haute latitude avec de forts mouvements. Et puis, on peut aussi revenir sur le calcul de la durée du jour et constater qu'on peut améliorer effectivement ce genre de choses. Donc, les informations statistiques comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une dynamo numérique permet de progresser sur ces observations.
Une autre chose, et ça c'est la piste sur laquelle je voudrais terminer, eh bien c'est celle de la possibilité en fait de maintenant prendre les observations et utiliser des techniques d'assimilation de données pour en fait apprendre à la dynamo la nature des mouvements qui sont responsables de ce qui est observé. Autrement dit, on prend une dynamo, on lui donne les informations, cette dynamo reproduit le champ magnétique à un instant donné. À ce moment-là, on peut voir ce qui se produit, comment les choses se structurent, donc progresser sur la façon dont on peut imaginer que la dynamo fonctionne à l'intérieur, mais aussi on peut effectivement, une fois la dynamo entraînée de cette manière-là, lui demander d'évoluer pour prédire la suite de l'évolution du champ magnétique. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire. Donc ça, Julien a beaucoup travaillé là-dessus. Nous, on s'est intéressé à ça en collaboration avec des gens de l'ONERA parce qu'ils étaient intéressés à comprendre l'évolution des ceintures de radiation qui sont donc gouvernées par l'évolution de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Alors là, je vous montre des exemples de simulations qui ont été faites par Julien et Alexandre. Alors, oui, mon petit film est où? Avec un point important que je voudrais souligner aussi, c'est que l'évolution, si vous faites une prédiction, évidemment, elle comporte un certain nombre d'incertitudes, puisque vos observations ne sont pas parfaites. Et cette incertitude, la meilleure manière de le représenter, c'est de vous montrer deux familles, deux dynamos jumelles en quelque sorte, qui sont très légèrement différentes à l'intérieur des erreurs, et voir comment les choses évoluent. Et ça, on sait depuis une étude qu'on avait faite dans les années 2010, avec Julien et Florian L'Huillier notamment, et bien que du fait de la non-linéarité de la dynamo, exactement comme pour la météorologie, eh bien on est limité par les incertitudes qui rapidement aboutissent à des divergences sur les solutions avec des constantes de temps qui vous définissent la croissance de ces incertitudes. Sur la base de ces choses-là, on sait qu'on peut s'attendre avec les dynamos qu'on a, les informations qu'on a, à être capable d'aller jusqu'à une cinquantaine d'années, peut-être un petit peu plus, mais pour le plus simple, c'est tout simplement d'illustrer l'évolution. Alors ici, le modèle à gauche, c'est celui qui est le plus proche du modèle moyen de l'ensemble des simulations, et le modèle à 8, à droite, est un modèle qui est l'un de ceux qui divergent le plus. Et vous voyez qu'on prédit l'évolution de l'Atlantique, de l'anomalie, avec une évolution toujours dérive vers l'ouest, et une croissance de cette anomalie, mais vous constatez une divergence au bout de 50 ans entre les deux. Mais là, on a déjà un progrès considérable parce qu'on est en mesure de prédire l'évolution. Alors si maintenant je le traduis en termes d'évolution à la surface de la Terre, là où c'est pertinent pour les aspects opérationnels, eh bien, on a de nouveau... Alors ici, j'ai représenté des isovaleurs à 30 000, 26 000 nanotesla, et puis vous verrez apparaître, parce que ça c'est le point clé, la prédiction c'est que l'anomalie va continuer d'évoluer, de se déplacer et de se creuser. Et on verra apparaître la ligne d'isovaleur 22 000 nanotesla, qui dans un cas, pour le modèle moyen, va être... Est-ce que ça tourne là? Oui. Va être plus importante que dans l'autre cas. Donc on est capable de voir cette évolution avec certes des incertitudes, mais quelque chose qui est plausible. Alors il n'y a pas que l'anomalie de l'Atlantique Sud qu'on peut regarder, il y a aussi, puisque j'ai parlé de ça dès le début, l'histoire de l'évolution du pôle. Et là, on peut de nouveau faire une prédiction sur l'évolution de ce pôle. Et là, il est intéressant de voir que, bon, bien entendu, le pôle géomagnétique, lui, continue de varier lentement. Ça n'est pas une surprise. Mais c'est plus intéressant pour les pôles magnétiques eux-mêmes, donc dans l'hémisphère sud, le pôle magnétique sud, et le pôle magnétique nord, qui, vous vous rappelez, avait accéléré et continué sa course, était très proche du pôle nord. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que l'évolution continue, elle est lente pour le sud, et ralentit considérablement pour, cette fois-ci, le pôle magnétique nord. Alors ça, on peut voir ça sur ce schéma-là. Vous voyez qu'après une accélération, ce qui est prédit, c'est que le pôle va se remettre à évoluer plus lentement. On peut aussi voir l'évolution de l'intensité du champ. Donc, sans surprise, on constate une évolution à peu près constante. Accessoirement, vous voyez ici la nature des divergences qu'on observe dans les différentes simulations qui illustrent les incertitudes. Voilà, alors j'en ai fini. Je voudrais finir avec quelques conclusions rapides. La première, c'est j'espère vous avoir convaincu qu'il y a vraiment eu des progrès considérables
dans notre capacité à modéliser, comprendre et puis maintenant commencer à prédire le champ magnétique. Le point important, et c'est que maintenant on est dans une période où enfin on peut combiner les observations et la simulation ensemble, ce qui n'était pas possible par le passé. Des progrès aussi importants sont faits dans la possibilité de surveiller le champ magnétique, d'en suivre l'évolution, notamment grâce aux satellites. Et c'est donc en combinant les deux qu'on peut espérer progresser sur la prédiction du champ magnétique. Quelques points importants. D'un point de vue numérique, il reste encore beaucoup de défis, parce qu'il faut encore à progresser sur la possibilité de bien décrire, avoir une bonne démo numérique qui soit vraiment proche des observations. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'il est important de poursuivre les observations et de les améliorer. Alors les satellites ne durent pas éternellement, et je finirai juste en disant un mot sur le fait qu'on fait beaucoup d'efforts ici pour poursuivre notre activité en matière de développement de satellites, et qu'actuellement nous travaillons sur une suite, cette fois-ci basée sur des nanosatellites, qui a été retenu d'ailleurs par l'ESA, et donc nous sommes actuellement en train de développer un projet dont on espère qu'il aboutira en 2024. Et voilà. Là, je mets un dernier point sur un autre aspect important que je souligne, c'est qu'on développe aussi, notamment à l'initiative du DTU, la possibilité d'utiliser tous les magnétomètres qui existent dans l'espace aujourd'hui, qui, même s'ils ne sont pas dédiés à la mesure, pourraient fournir des informations, certes de moins bonne qualité, mais en très grande quantité, pour progresser là-dessus. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses, mais là je pense qu'on a les moyens de faire des progrès considérables, et je finirai juste avec quelques remerciements, et je vous prie de m'excuser pour avoir débordé un peu, c'est la tradition je crois. Merci. Merci beaucoup Gauthier. Donc, je propose peut-être une question ou deux. Et après, on continue la discussion dans la médiathèque avec les buffets. Ça vous va? Merci Gauthier. Je voulais savoir si tu pourrais aborder un petit peu les inversions du champ magnétique qui n'ont pas trop été abordées à l'intérieur de séminaire, surtout pour savoir si les modèles prennent en compte la possibilité de les prédire. Oui, alors je ne l'ai pas dit parce que sinon c'était trop long, mais le problème de la prédiction des inversions du champ magnétique, la réponse courte, c'est que c'est un phénomène qui se déroule sur des durées de temps qui sont très longues, et par rapport au problème de l'horizon de prédictibilité des dynamos, si tu veux, il n'est pas facile d'extrapoler et de voir si une inversion par exemple va être possible. Mais les dynamos telles que celles que j'ai décrites sont des dynamos qui s'inversent. Alors après, les dynamos les plus avancés que font des gens comme Julien, et alors peut-être je vais lui passer la parole sur cette question, le problème c'est que si tu veux une dynamo très avancée, ça coûte très cher de les faire tourner, et si tu veux les faire tourner longtemps pour aboutir à une inversion, c'est quelque chose d'assez délicat. Mais oui, il y a des dynamos qui produisent des inversions. L'exploitation de ces informations pour en déduire quelque chose sur les inversions du champ magnétique terrestre, ce sont des choses en cours, mais c'est encore moins avancé pour l'instant. Mais je ne sais pas, Julien, si tu veux dire quelque chose là-dessus, je pense que ce serait pertinent. Tu l'as dit, on ne peut pas s'intéresser à toutes les échelles de temps. Soit on utilise des modèles très avancés qui résolvent des équilibres physiques qui sont pertinents pour les échelles de temps courtes, c'est-à-dire lors de l'année, soit on utilise des modèles moins avancés qui ont la faculté de traiter d'autres équilibres physiques qui sont plus pertinents pour les échelles de temps lors du million d'années. On ne peut pas faire les deux en même temps, mais on commence à avoir une connaissance de la façon dont les uns et les autres se connectent, et on soupçonne qu'ils finalement représentent la même physique. Donc on a une bonne confiance en la capacité des uns et des autres de représenter la même physique et d'être ultimement capable d'être traité dans un seul modèle. On n'en est pas capable pour le moment, mais ça ne nous empêche pas de progresser. Merci. Deuxième et dernière. Oui, j'ai une question sur la rotation différentielle de la graine, qui est un vieux sujet en sismologie. Il y a encore beaucoup de controverses à ce niveau-là. Et notamment, il y a beaucoup de discussions avec les géomagnéticiens sur cette rotation différentielle de la graine, puisque le couplage entre la graine
et le reste de la Terre se fait à travers le champ magnétique. Je veux savoir si vous pouvez apporter des contraintes fortes sur cette rotation différentielle de la graine par rapport au reste de la Terre, avec le champ magnétique. Oui. Alors là, le plus simple, c'est que tu en discutes en détail avec Julien. Mais alors, de point important, je pense que dans ce que tu as dit, la graine, elle a plusieurs façons de se coupler. Elle se couple avec le noyau externe via le champ magnétique. La viscosité joue sans doute pas un rôle important. Mais par contre, elle se couple de manière, et ça c'est un point important, gravitationnelle avec le manteau. Donc c'est cette subtilité qui fait que la graine est pour faire simple, il y a quelque chose qui empêche un peu la graine de tourner, c'est le couplage avec le manteau, et c'est la combinaison de tout ça qui est responsable de l'éventuelle oscillation de la graine. Mais quand on avait regardé ça avec Julien, et je ne sais pas si tu as re-regardé ça plus récemment, mais l'idée c'était que c'était pas facile d'imaginer une rotation de la graine telle qu'elle était imaginée au départ. Et la difficulté étant en plus que la graine n'est pas complètement solide. Donc il y a la question de la rotation à des grandes échelles de temps, à des petites échelles de temps, etc. Mais oui, c'est un sujet subtil. Mais il n'y a pas que le champ magnétique qui intervient. Le champ magnétique permet de faire des diagnostics, mais d'un point de vue couplage, c'est plutôt des questions de couplage gravitationnel. Pour faire simple, aujourd'hui, on considère que la graine est bloquée par le manteau au long terme. Après, ce qui se passe dans le détail, les éventuelles oscillations, ce genre de choses, c'est plus subtil. Je ne sais pas si des progrès ont été faits récemment sur ces questions-là. Je pense que ce que tu viens de dire sur le fait que la graine est bloquée par le manteau au long terme, ça, je pense qu'il commence à y avoir un consensus. La raison étant que la quantité de cisaillement présente dans le noyau est limitée par la vigueur de la convection et elle va se distribuer entre la dérive vers l'ouest que Gauthier a illustrée dans la mesure du champ magnétique, la dérive globale des structures vers l'ouest au sommet et en bas par la superrotation de la graine. Et la somme des deux sera limitée par l'amplitude du cisaillement convectif dans le noyau. Et quand on fait les calculs, avec tout ce que ça comporte d'incertitude, vu la quantité de dérive vers l'ouest qu'on observe à la surface, il ne doit plus rester grand-chose pour la rotation de la graine au fond. Après, il est possible qu'aux courtes échelles de temps, il y ait quelque chose, des mouvements oscillants qui font réponse à des couples magnétiques, par exemple, qui changent très rapidement. Tout ça est possible. Ça s'accompagne aussi d'un consensus émergent du point de vue sismologique aussi, où il y a eu des réévaluations assez nombreuses de quantité maximale de superrotation de la graine qu'on peut avoir au travers de l'analyse des données classiquement utilisées pour ce problème. Donc ça semble quand même converger vers un blocage de la rotation, qui est la seule façon possible de garantir une dérive vers l'ouest suffisante du point de vue géomagnétique. Bien, je propose. Merci beaucoup Julien. Je propose de remercier Gauthier. Merci.